Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, bienvenue dans ce webinaire La facturation électronique et le secret professionnel. Nous sommes ensemble de 16 à 18 heures et nous allons ensemble essayer de répondre à un nombre de questions que tous les avocats, pas que les avocats, mais tous les avocats se posent, tant pour eux-mêmes que pour leurs clients. Alors, je suis Bruno Blanquer, président de la commission des règles et usages. À ma gauche, Alexandre Coratella, avocat au barreau de Paris et membre de la commission droit et entreprise du Conseil national des barreaux. À ma droite, Christian Guigues, vice-président de l'ANAFA GC, avocat au barreau de Chalon-sur-Saône. Et encore plus à sa droite, Samuel Zerbib, expert comptable, responsable de région à l'ANAFA GC. Vous êtes, nous dit-on, extrêmement nombreux à vous être connectés. Nous vous remercions de cela. Et ça traduit les très grandes interrogations que tout un chacun se pose face à ce qui est un changement majeur dans le mode de fonctionnement de nos cabinets, à savoir que nous allons être toutes et tous contraints de modifier nos pratiques en matière de facturation, à tout le moins au niveau du support de la facturation. Donc, nous sommes avec la première interrogation, et c'est pour cela que nous sommes là, les avocats, comme l'ensemble des professionnels, seront soumis prochainement à l'obligation d'avoir recours à la facturation électronique. On le verra, c'est pour l'émission de la facture, c'est pour la réception des factures avec un calendrier, tout cela, on va en parler. Tous les avocats, oui, tous les avocats. Alors, sur le slide, j'ai noté, mais je sais que ce n'est pas vrai qu'ils soient ou non soumis à la TVA, parce que nous sommes tous soumis à la TVA. Nous pouvons être exemptés ou exonérés de cette obligation, mais il n'empêche que la profession d'avocat entre pleinement, quel que soit notre chiffre d'affaires, dans le champ d'application de la TVA. La seule chose, c'est qu'en fonction du chiffre d'affaires, on peut être ou non exempté, ça se dit autrement, mais exempté de cette obligation. Deux points sur lesquels nous ne reviendrons pas, mais qu'il apparaît absolument fondamentaux de noter, entrent dans le champ de la facturation électronique les sociétés civiles immobilières, dès lors que celles-ci sont soumises à la TVA, ce qui veut dire que tous les avocats qui ont leurs locaux dans une SCI soumise à la TVA vont devoir également, pour cette société civile immobilière, avoir recours, tant pour l'émission que pour la réception des factures, à la facturation électronique. Troisième point d'attention, pour les avocats exerçant en Outre-mer ou pour les factures adressées à des entreprises ou des particuliers qui habitent dans les Outre-mer, il existe des régimes différents. On ne va pas les détailler, mais ça sera important de voir, puisque certains DROM, comme la Guadeloupe, la Martinique ou la Réunion, sauf erreur de ma part, ont le régime similaire à l'Hexagone. Il n'en va pas de même pour les autres DROM ou COM. C'est sur ces deux points, et SCI et les Outre-mer, il y a des notes qui ont été faites par l'administration fiscale. On les mettra sur le site. Le Conseil national des barreaux travaille sur la facturation électronique depuis de nombreuses années, dès la mandature précédente et dès cette mandature également. Et le 20 septembre 2024, le Conseil national des barreaux avait relevé que cela posait un problème au regard du secret professionnel. D'où le titre de notre webinaire du jour.
Et le Conseil national des barreaux, dans une résolution du 20 septembre 2024, donc il y a un groupe de travail, et pour savoir, vous savez qu'au niveau du Conseil national des barreaux, vous avez des commissions et vous avez des groupes de travail, et un groupe de travail facturation électronique. Sur la base du rapport émis, réalisé par ce groupe, le Conseil national des barreaux a exigé que la profession d'avocat soit exclue de l'obligation e-invoicing et ne soit soumise qu'au seul système de e-reporting. Vous inquiétez pas, ça c'est pas grave, je prononce remarquablement mal l'anglais, mais tout ce que ces deux termes vont être tout à l'heure explicités par nos intervenants vous saurez tout de cela. Ce qui était souhaité, c'est que ne soit pas transmise l'identité et l'adresse du client. On verra tout à l'heure comment cela se fera et si tout cela sera respecté. Et le CNB avait demandé un engagement écrit de la part du ministère des Finances garantissant le respect du secret professionnel et le fait que les fichiers qui seront adressés en temps réel à l'administration fiscale ne soient pas croisés avec quoi que ce soit. Là aussi, nous verrons tout à l'heure la réponse qui nous a été faite par la DGFiP, puisque la DGFiP a fini par nous répondre, c'était le 15 septembre 2025, et je vous parlerai tout à l'heure de cela. Donc l'objet du webinaire, comme je vous le disais, c'est de présenter les modalités de facturation et de réception des factures et les problèmes déontologiques que tout cela pose. Après cette brève voilà, pardon, après cette brève introduction, vont suivre les interventions concernant le calendrier et l'architecture de la facturation électronique. C'est Christian Guig, donc je disais vice-président de l'ANAFAGC, qui va nous exposer cela. Le secret professionnel avec Alexandre Coratella, nous essaierons de vous exposer la situation actuelle et suivra l'approche technique que vous présentera Samuel Zerbib. Vous pouvez tout à fait à tout moment poser des questions. On essaiera d'en prendre le maximum pour répondre à vos interrogations et on essaiera à la fin de centraliser les questions auxquelles il n'aura pas été répondu pour vous répondre par mail. Voilà le programme de ce webinaire et encore une fois, nous vous remercions d'être si nombreux à nous suivre et je passe la parole à Christian Guig pour le calendrier et l'architecture de la facturation électronique. Merci beaucoup Bruno. Bonjour à toutes et à tous. Vous avez parlé il y a un instant d'inquiétude et notre rôle ici à la FAGC, c'est peut-être d'apaiser cette inquiétude. Et pour reprendre une formule un peu célèbre, je dirais n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, la facture électronique va entrer dans vos cabinets comme l'IA est entrée, et est en train d'entrer fortement. Euh, La facture électronique, ça vient de quoi? Bien, ça vient d'une disposition législative, bien évidemment. C'est la loi de finances rectificative pour 2022, avec son décret d'application du 7 octobre 2022, qui a fixé effectivement le cadre législatif, avec des particularités. On en reparlera tout à l'heure dans le cadre du secret professionnel, puisqu'une des dispositions notamment s'est écartée donc pour les professions tenues au secret professionnel, donc pas seulement la profession d'avocat, mais d'autres professions également, et donc avec des exemptions prévues. Et c'est effectivement ici une vraie inquiétude pour la profession d'avocat. Donc deux textes, une codification également dans le Code général des impôts, avec plusieurs articles qui précisent effectivement le contenu de de ce que doit contenir la facturation électronique. Et alors, les motivations de l'administration, elles sont nombreuses. La première, c'est de dire il faut sécuriser les transactions.
un premier motif pour l'administration. Deuxièmement, il faut mettre sur le même pied d'égalité l'ensemble des agents économiques. Il faut également lutter, et là c'est avoué d'ailleurs, hein, lutter contre la fraude fiscale. L'administration estime que la masse qui échappe effectivement au fisc représente entre 6 et 10 milliards d'euros, ce qui est effectivement considérable. Et alors effectivement, la facturation électronique, comme vous allez le voir techniquement, l'administration aura forcément connaissance, alors non pas, on en parlera dans le cadre du secret, non pas des noms, des diligences, mais des montants qui vont être échangés sur le plan économique, et par conséquent, on va donc faire des rapprochements beaucoup plus facilement. Vous savez que l'administration, dans le cadre de contrôles fiscaux, exerce ce qu'on appelle son droit de communication, et donc par là même, on va lui faciliter effectivement cet examen et de rapprocher effectivement les mouvements, tant au crédit qu'au débit. C'est ce qu'on appelle effectivement pour essayer d'aller chercher ce qu'on appelle la masse imposable à la TVA. Heu, enfin, l'administration nous dit: «C'est une simplification». Alors, nous ne sommes pas toujours très d'accord sur cette simplification, ça il y a quand même quelques contraintes, mais, je dirais quand même, saisissons la balle au bond. Parce qu'un avocat, quelles que soient, ses modalités d'exercice, quel que soit son régime fiscal finalement, c'est avant tout une entreprise. C'est avant tout une entreprise et le fait, je dirais demain matin, d'avoir nécessairement pour la facturation électronique un logiciel de facturation va lui apporter quand même certaines sécurités, c'est-à-dire d'une part de voir, je dirais, le montant de sa facturation au jour le jour, de voir le montant de ses encaissements, et ça, à mon sens, c'est un outil de pilotage qui est extrêmement important pour l'avocat. Donc, connaissance de son chiffre d'affaires, connaissance effectivement ce montant de l'encaissement, ce qui permettra de relancer éventuellement plus rapidement peut-être effectivement les clients qui ont du mal à payer. Et puis, alors pas tout de suite, on nous l'a dit que ce n'était pas encore maintenant, mais je pense que ça fera comme l'impôt sur le revenu d'ailleurs, ça va permettre de remplir automatiquement vos déclarations, pour ceux qui déclarent, bien sûr, à la TVA. Je ne parle pas de ceux qui sont, comme vous l'avez rappelé, Bruno, exemptés, mais ceux qui sont à la TVA, ça va leur permettre de remplir automatiquement la déclaration CA3, CA4. Voilà, voilà ce que je voulais dire en propos introductifs. Heu, concernant maintenant effectivement la partie, la mise en œuvre, de la facturation électronique, alors vous avez vu, il y a 2 temps. 2 temps. Premier temps, l'ensemble des entreprises, à partir du 1er septembre 2026, ça c'est toutes les entreprises qui devront se soumettre, et donc tous les avocats devront se soumettre, quel que soit encore une fois leur statut juridique, quel que soit leur régime fiscal, devront se soumettre à l'obligation de réception des factures que le cabinet va recevoir. Et puis, deuxième temps, c'est un deuxième temps qui sera fixé au 1er septembre 2027 pour, là aussi, l'ensemble de la profession. Et là, il s'agira d'une obligation d'émission. Et qui dit obligation d'émission, bien sûr, obligation de réception, puisqu'on aura finalement la combinaison des deux. On recevra et on émettra nos factures. Voilà pour la présentation, si vous voulez, de la facture électronique au niveau de la genèse de cette disposition. Alors, pardon, une question, Christian. Grande entreprise, ETI, c'est quoi une ETI? Alors, ETI, c'est une grande entreprise. Alors, on a des montants ici, hein. Vous avez un double seuil, hein. Un seuil de chiffre d'affaires, bien évidemment, 50 millions d'euros, d'une part, et un seuil de montant de bilan qui doit être de mémoire de 43 millions, si je ne m'abuse, c'est ça. Et un nombre de salariés, c'est 200, 50 salariés, 250, pardon, 250, hein. excusez-moi, D'accord, 250. pardon. C'est aussi pour que nous puissions avoir, dans le rôle de conseil, vous, avocat, vous avez des clients qui sont des entreprises, donc ils vont être obligés, et ce webinaire a aussi vocation à vous aider, hein, dans votre exercice professionnel. Pardon, Christian, mais c'était important. Oui, alors, ce point étant vu, je pense, je passe la parole peut-être à Bruno à nouveau pour attaquer le. Pardon, Ah non, ah, on m'a dit, à Emmanuel Zerbi, pardon.
Merci Maître Guigues, merci Maître Blanquer. Bonjour à tout le monde. Alors, je récupère la télécommande. Donc, désormais, on va essayer de répondre à cette vaste question. Qu'est-ce qu'une facture électronique? Alors, premièrement, la facture électronique n'est pas un PDF, ou plutôt, n'est pas qu'un PDF, puisque elle sera éditée dans un format spécifique, un format hybride, qui associera donc un PDF, certes, mais également un fichier XML. Et cette facture transitera entre tous les protagonistes d'une transaction via leur plateforme agréée respective, leur PA respective. Alors, la PA, acronyme de plateforme agréée, on ne l'a pas encore défini. Succinctement, c'est le prestataire qui est habilité par l'État à lui transmettre justement les données de facturation et qui assurera également la conservation et l'archivage des factures. Alors, parmi les nouveautés architecturales que devra obligatoirement contenir, faire figurer une facture électronique, quatre nouvelles données obligatoires. La première, et pas des moindres, la nature de la transaction effectuée. Alors là, je calme tout de suite les ardeurs, rassurez-vous, on y reviendra plus tard. Pour une profession réglementée comme celle d'avocat soumise légalement et donc juridiquement à un secret professionnel, là, il n'est pas prévu d'y faire figurer le détail des diligences, mais seulement une mention générique. On y reviendra. Devra également figurer de manière inédite le numéro de sirène du client. Pareil, on y reviendra lorsqu'on abordera le secret professionnel, uniquement un numéro de sirène, comme dit tout à l'heure en guise d'introduction, Maître Blanquer, et non pas le nom du client, avec donc euh, comment dire, un engagement sur l'honneur de la DGFiP à ne pas faire de recroisement d'informations. Également, donc, l'adresse de livraison ou pour vous, en tant que prestataire de service, de réalisation de la prestation. Et enfin, la mention sur le mode de reversement de la TVA. Donc, on devra faire figurer dessus si la TVA sera reversée sur les débits, c'est-à-dire à l'émission de la facture, ou à l'encaissement. Donc, ce dernier mode vous concerne plus, puisque c'est le mode par défaut pour les prestataires de services, dont les avocats. Alors pourquoi tout cela? Un triple objectif à terme, plus de traçabilité. Pourquoi? Parce que plus de transparence, notamment grâce au suivi du cycle de vie des factures qui évolue en fonction du changement de statut. Les factures successivement seront qualifiées de transmises, de reçues, d'acceptées, de réglées, voire même de refuser, et ainsi de suite. Second objectif, plus de sécurité, car plus de contrôle de la DGFiP et donc moins de fraude. Et enfin, plus de fiabilité, car des délais de règlement raccourcis, notamment grâce à des modalités standardisées et uniformisées. Là, je repasse la main donc à Maître Blanquer. Oui, merci. Alors, merci. Alors, je vais essayer, pardon, de parler un peu plus loin du micro. Merci beaucoup. On a des questions et parmi les questions, la première qui m'est transmise porte sur les SCI qui ne sont pas assujettis à la TVA. Sous votre contrôle, une SCI qui n'est pas assujettie à la TVA ne sera pas soumise à l'ensemble des règles concernant la facturation électronique. Par contre, si votre SCI est soumise à la TVA, pour facturer votre loyer à vous-même, hein, pardon, pour que votre SCI facture à votre structure d'exercice son loyer, là, il faudra passer par la facturation électronique. Voilà ce que on peut dire en réponse. Si personne. Oui, alors on pourrait se poser la question de savoir ce qu'il en serait d'une société civile immobilière
qui a opté pour la TVA pour une partie d'un immeuble. Vous savez qu'en matière de TVA immobilière, c'est partie d'immeuble, tout ou partie d'un immeuble. Donc, bien évidemment, la TVA, pour la partie qui aura été affectée euh, au régime de la TVA, euh, évidemment, il sera contraint de recourir à la méthode de facturation électronique. Mais pour les loyers qui seraient perçus et qui ne seraient pas dans le champ d'application de la TVA, quel est le problème? Est-ce que c'est un ensemble? Et je repasse le bébé. Je pense que ça ne va pas être, à mon avis, déclaré, puisqu'on reste dans. Mais question qui peut se poser pour un même immeuble qui comprendrait les parties d'habitation et parties professionnelles, la question mérite d'être posée. Je pense qu'à partir du moment où la structure en soi, on lui aura attribué un numéro de TVA, quelle que soit donc la nature de la prestation facturée, je pense qu'elle devra procéder au processus de facturation électronique, en tout cas à minima sur la partie qui concerne une transaction par définition soumise à la TVA. Une autre question qui nous est transmise, devrons-nous aussi faire une facture à nos CARPA pour chaque paiement d'aide juridictionnelle? C'est un grand classique, ça, comme question. Alors, il y a un rescrit qui a été rédigé récemment à ce sujet. On attend la réponse de l'administration. C'est peut-être le point le plus important, le plus récurrent réclamé par les avocats, sur lesquels, pour l'instant, persiste une certaine zone d'ombre. On y reviendra tout à l'heure. On sait d'ores et déjà que pour les transactions, enfin, les encaissements, pardon, obtenus par un dérèglement de CARPA devront à minima faire l'objet du e-reporting. On verra tout à l'heure en détail à quoi il correspond. Maintenant, sur l'établissement d'une facture, sa nécessité, on a fait la demande et on attend la réponse avec impatience. Une question sur le lieu de réalisation de la prestation. Au cabinet, au tribunal, si je plaide à la cour, etc. Vous en pensez quoi? Puisque Samuel, vous avez expliqué que devait être mentionné le lieu, l'adresse de livraison ou le lieu de réalisation de la prestation. Est-ce que, moi je suis avocat à Narbonne, est-ce que toutes mes prestations sont faites à Narbonne, même si je plaidais à la cour, que je facture ma plaidoirie à la cour d'appel de Montpellier, par exemple? Oui, bien sûr, à partir du moment où vous exercez une profession comme celle d'avocat qui est par nature soumise donc assujettie pardon, à la TVA, euh, vous devrez donc, quel que soit le lieu de réalisation de votre prestation, eh bien, établir vos notes d'honoraires via le processus de facturation électronique. D'accord, mais sur la facture, on mettra toujours le cabinet comme lieu de... Oui, je pense que ce sera le cabinet, puisque c'est là où vous êtes immatriculé avec un numéro SIREN. Tout à fait. D'accord, merci. S'il n'y a pas pour l'instant d'autres questions, nous arrivons au... alors, hop, avec le slide suivant, au sujet sur le secret professionnel, puisqu'on voit bien que tout cela vient heurter des choses qui sont jusqu'à présent transmises ou par courrier ou par mail, mais qui sont dans une relation professionnelle, client, professionnel ou particulier, mais disons que quand on facture, on l'envoie à personne d'autre que à nos clients. Et là, manifestement, on va l'envoyer en même temps. Dans certains cas, on le verra tout à l'heure, à l'administration fiscale. Et en toute cause, on va donner en temps réel ou avec un différé selon le type de client, des données de nos factures. Alexandre, qu'est-ce que ça pose comme problème? Évidemment, ce qui inquiète la profession, c'est la manière dont va être appréhendé l'outil de facturation et la facture sur le plan du secret professionnel, puisque
évidemment, à la différence des autres entreprises qui seront soumises à la facturation électronique, on a une déontologie qui nous guide sur la manière dont on doit appréhender notre relation avec le client, et notamment sur un principe cardinal qui ici est un peu mis à mal ou en tout cas malmené, c'est le secret professionnel. Donc on a 3 textes fondateurs de la loi de 71, l'article 66.5, l'article du RIN, le numéro 3, et l'article 226.13 du Code pénal qui vient sanctionner la révélation d'informations couvertes par le secret. Évidemment, c'est une des préoccupations principales de la profession, parce que malgré ce qu'on peut entendre, malgré ce qu'on peut voir, le secret professionnel, il est absolu. Il est absolu et d'ordre public, c'est-à-dire que le client ne peut pas lever le secret professionnel, et on ne peut pas, et le secret professionnel couvre l'identité du client. Donc à partir du moment où effectivement on doit se loger dans la procédure d'e-invoicing et d'e-reporting, nécessairement, on est sur un sujet de secret professionnel. Donc ça suppose, comme certains de nos usages, et surtout au sein de la profession, les usages du numérique, je suppose qu'on soit particulièrement attentif à la manière dont on va faire les choses et aux prestataires auxquels on va recourir. Et c'est quelque chose que finalement on connaît assez bien depuis très longtemps, puisque en fait on a toujours été, que ce soit sur la forme du numérique ou des gens qu'on emploie, des gens avec lesquels on traite, des prestataires auxquels on fait appel, on est toujours responsable de la violation du secret professionnel. Et donc c'est à nous de mettre les garde-fous en place pour que ça ne soit pas le cas. Et évidemment, la facture, elle est particulièrement stratégique parce que elle peut recouvrir, en fonction de la manière dont vous avez l'habitude de facturer, recouvrir un certain nombre d'éléments stratégiques couverts par le secret professionnel, l'identité du client, la nature de la prestation, le domaine du litige. Pour ceux qui facturent au temps passé, ce qui est quand même une bonne partie de la profession, les diligences sont plutôt explicites parce que d'un côté, vous avez le pendant du juge de l'honoraire qui vous explique que les diligences doivent être détaillées et permettre au client de comprendre ce qui a été facturé. Et de l'autre, vous avez la question de la préservation du secret professionnel. Et d'un côté, on a quelque chose qui est analogue aux questions qu'on peut se poser en matière d'article 700. C'est-à-dire, qu'est-ce que je dois transmettre, comment est-ce que je dois rédiger. Donc, effectivement, on verra sur l'aspect technique, et Bruno reviendra dessus, sur l'aspect technique de ce qui est exactement transmis à l'administration fiscale. Mais on a la première des questions, déjà, c'est peut-être de travailler la manière dont on rédige la facture pour avoir une approche euh, par le secret, c'est-à-dire de se dire que on va essayer de donner des éléments qui permettent de répondre sincèrement à l'objectif, notamment quant au détail des diligences, d'information du client, sans pour autant révéler énormément de choses. Évidemment, ce qui change et ce qui est majeur par rapport à ce qu'on faisait avant, c'est qu'en fait, on intermédie un tiers, la plateforme, entre le client et nous. Donc, ça veut dire que c'est des risques qui sont euh, la divulgation, qu'on le veuille ou non, de la mention, l'objet de la prestation, un traitement inadapté des données. Donc c'est là où effectivement les enjeux sur le numérique sont très importants. C'est de pouvoir faire attention aux prestataires qu'on va utiliser. Évidemment, on doit avoir recours à un prestataire agréé, comme le rappelait notre confrère Guig. Mais en plus de ça, il faudra être particulièrement attentif à la manière dont sont gérées vos données et savoir le questionner, parce que c'est de votre responsabilité. Et c'est d'ailleurs, c'est suite aux remarques de 2024 qu'on a eu un échange avec la DGFiP en 2025 à ce sujet. Merci, merci Alexandre. Ce qui me permet d'ailleurs de peut-être de faire le lien avec une question permet de faire le lien avec le sujet que je vais traiter, à savoir essayer de vous résumer ce qu'a répondu la DGFiP. Question, alors c'est un petit peu long, mais c'est intéressant parce que ça retrace bien les interrogations que nous avons, nous avocats, qui ne voulons pas dire et ne pouvons pas dire ce que nous faisons pour nos clients. Question, bonjour. J'ai noté que pour le respect du secret professionnel, les diligences pourront ne pas être mentionnées, entre parenthèses, ouf, oui,
je vais y revenir. Cependant, comment concilier cette précaution essentielle et la jurisprudence relative aux factures réglées après service rendu permettant de rendre incontestables les paiements effectués par le client et qui impose que la liste détaillée des diligences figure sur les factures. À défaut, les paiements effectués, même après diligence, demeurent contestables devant le bâtonnier, ce qui est insécurisant. Faudra-t-il 2 facturations parallèles? Non. Alors là, je vous rassure, 2 factures, non. Il y en a qui s'y sont essayés. Ça c'est toujours très très mal fini d'avoir une double facturation parce qu'on ne peut pas avoir 2 factures. On est obligé d'avoir, je plaisantais sur la double facturation, je vois bien ce que c'est. Il y en aurait une détaillée, une pas détaillée. Mais tout cela peut tout à fait ne pas être compris par l'administration fiscale et de toute façon, c'est par raccord avec nos obligations. Alors, mais j'espère que cet échange et ce que je vais vous indiquer sera de nature à nous rassurer toutes et tous. Donc, on verra tout à l'heure qu'il y a 2 systèmes de transmission des données. Premier système, ce sont pour nos clients particuliers et les entreprises non soumises à la TVA. Là, l'administration fiscale ne va pas recevoir, ouvrez les guillemets, le double, fermez les guillemets, de notre facture, parce que ce n'est pas tout à fait le double, puisque c'est une version dégradée justement pour les données confidentielles afférentes à la prestation. Mais là, pour nos clients particuliers non soumis à la TVA et pour les entreprises non soumises à la TVA, nous serons soumis au e-reporting à intervalles réguliers. Je ne sais pas si on a des données, si c'est toutes les semaines, 15 jours, tous les mois. Donc, à ma droite, tous les 2 mois, on verra si ça se confirme. Nous transmettrons à l'administration fiscale les données de facturation, c'est-à-dire le montant facturé, à nos clients, personnes donc privées, non soumises à la TVA. Là, avec cette transmission, zéro risque de communication d'éléments soumis au secret professionnel, puisque les données seront consolidées. On aura un montant, mais vous avez fait 3 factures, 1000, 1500 et 500, vous allez indiquer que vous avez facturé sur la période 3000 €. On ne sait pas à qui, il n'y aura aucune autre donnée qui sera transmise. Ça, c'est le e-reporting. C'est ce qu'avait souhaité pour tous nos clients, pour toutes nos prestations, la profession d'avocat. C'est ce que je vous disais en début de ce webinaire. Nous espérions, nous avons demandé que nous, pour tous nos clients, nous soyons soumis à ça. Et l'administration fiscale nous a répondu qu'elle ne ferait pas pour nous d'exception sur le principe. Donc, pour les entreprises soumises à la TVA, là, c'est une version dégradée, je le dis comme ça parce que ça permet de comprendre peut-être mieux que de la facture qui va être transmise en même temps à l'administration fiscale, que la version complète sera transmise à l'entreprise cliente soumise à la TVA. Globalement, il y aura 2 champs pour expliquer. Alors, après, vous me reprendrez, hein, mais globalement, il va y avoir 2 champs pour expliquer quelle est notre intervention. Le champ numéro 1, pour les puristes, c'est la balise BT 153. Donc, le champ numéro 1, celui-là sera transmis à l'administration fiscale. Là, on mettra éventuellement une appellation générique, prestation d'avocat. Voilà, par exemple. C'est vrai qu'un avocat qui facture, il facture souvent des prestations d'avocat, donc c'est une appellation générique, ça peut tout à fait passer. Et puis, celle-là, et le client et l'administration fiscale va la recevoir. Et puis, il va y avoir un champ, le BT 154, dans la nomenclature. Là, il n'y a que le client qui va le recevoir. Et là, nous allons pouvoir détailler tout ce que nous avons fait pour le client et on va retrouver ce que vous disiez, la liste détaillée des diligences. On va pouvoir l'insérer à cet endroit-là. Et là, informatiquement, la plateforme agréée où va transiter notre facture ne la transmettra pas à l'administration fiscale. C'est ce que a répondu
l'administration fiscale, dans la réponse qu'elle a faite à la profession, quand nous l'avons interrogé, qu'au bout de plusieurs relances. Alors, il y a un gros travail, hein. Il faut que vraiment vous soyez convaincus que la profession s'est saisie du sujet, et il y a un très très gros travail qui est fait avec des confrères fiscalistes. Je pense à Frédéric Tepper et Michel Guichard, qui animeront un deuxième webinaire dans un peu plus d'un mois, avec normalement l'intervention de la DGFiP. Il y a la commission de droit et entreprise qui travaille sur le sujet. Il y a un gros travail, et donc on a relancé l'administration fiscale jusqu'à ce qu'elle nous réponde. Et elle a fini par nous répondre. On était très heureux, on comprend, puisque on comprend que ça a pu prendre du temps, puisque ça fixe quand même, sous réserve de ce que vous direz, ça fixe quand même la doctrine de l'administration fiscale, qui s'est engagée et qui nous répond. Alors, qui nous répond que le secret professionnel, c'est important et qu'ils le défendent. Bon, jusque-là, on est très, très heureux. Elle est, vous avez elle est annexée à un rapport qui a été fait et présenté à l'Assemblée générale du CNB du 14 novembre 2025. Vous êtes avocat, vous avez accès à toutes les résolutions et à tous les rapports qui sont publiés sur le site du CNB. Parenthèse, site qui vient d'être refondu avec une ergonomie qui est beaucoup plus moderne et qui est conviviale. Et si vous voulez retrouver le texte de ce courrier, vous le retrouverez, mais je lis. Des aménagements spécifiques détaillés en annexe ont d'ores et déjà été intégrés aux dispositifs techniques et réglementaires. Ils permettent d'exclure de manière sécurisée les données couvertes par le secret professionnel du périmètre des informations transmises par l'administration fiscale. Donc, ce que je vous disais, les informations transmises s'agissant des transactions d'un avocat avec un particulier ne comporteront ainsi aucune donnée personnelle relative à ce dernier, et les données de transaction en cause, en nombre limité, seront par ailleurs globalisées, faisant ainsi obstacle à ce qu'une transaction précise concernant un particulier donné soit identifiée. Donc, pour les particuliers, nous n'avons pas de difficulté. C'est pareil pour les entreprises non soumises à la TVA. C'est globalisé. On est sûr que là, il n'y a pas de difficulté. C'est moins simple, même si c'est garanti, hein, on a bien la BT 154, la liste qui n'arrivera pas, mais c'est quand même un petit peu moins simple pour les données, pour les entreprises soumises à la TVA, puisque on va transmettre, ainsi que cela a été dit. Alors, on ne va pas transmettre l'identité, d'accord? Il n'y aura pas le nom de nos clients qui sera transmis. Oui, virgule, mais sera transmis le numéro sirène de nos clients. On voit bien que la différence est faible, hein. Il n'y aura pas l'adresse, mais il y a le numéro sirène. Bon, enfin, il y a la corrélation qui peut être faite. On a un engagement. Alors, je ne sais pas si c'est comme ailleurs, les promesses ne valant que pour ceux qui les reçoivent, mais tant que l'administration fiscale n'écrira pas le contraire, on sait quand même que ce qu'écrit l'administration fiscale l'engage. Par ailleurs, tout croisement de données réalisé par la DGFiP dans le cadre de la lutte contre la fraude est soumis à l'autorisation préalable de la Commission nationale informatique et liberté, la CNIL. Je vous confirme qu'aucun projet de croisement visant spécifiquement les avocats, on a bien noté le mot spécifiquement les avocats et leur clientèle professionnelle sur la base du numéro sirène du client n'a été présenté à la CNIL. Ça, c'est une donnée au mois de septembre 2025. On peut penser que, ce faisant, on a quand même quelques assurances du fisc, puisque tout un chacun, s'il y avait la moindre difficulté, nous pourrions ressortir la doctrine, on va dire que c'est la doctrine, pas tout à fait de la doctrine, mais au moins ce courrier engageant de l'administration fiscale. Ça, c'est absolument fondamental, nous en sommes là de nos relations donc à la DGFiP, pour ceux que ça intéresse. Donc, webinaire suivant, 12 avril 2026, avec
l'administration fiscale. Parmi les réponses, on en est à également se dire, oui, c'est bien gentil tout ça, mais je vais quand même devoir contracter avec une entreprise, un service, un fournisseur de services qui va prendre mes factures et me permettre de rédiger des factures électroniques et de les envoyer et de recevoir les factures qui me sont destinées. Là, c'est une révolution pour au moins à peu près la moitié de la profession. Et nous en avons conscience, c'est pour cela que nous faisons des informations, des formations, puisque nous savons que globalement, un avocat sur deux travaille avec un logiciel métier, mais cela veut dire qu'un avocat sur deux aujourd'hui n'a pas de logiciel métier. Alors, il peut avoir un logiciel de comptabilité qui peut avoir des fonctions de facturation. Donc, la situation est peut-être ne concerne pas 1 sur 2 au niveau du changement, hein, mais il y a nécessairement un changement. Et donc, on va devoir contracter avec un éditeur, avec une plateforme agréée, une PA. Et bien sûr, on va devoir vérifier que ceci respecte au mieux la sécurisation des données. On va, il y a un travail qui est en cours, une réflexion qui est en cours concernant ces éditeurs au niveau du CNB, concernant ces plateformes agréées. On verra où ce travail où nous allons dans ce travail et à quoi il nous conduit. Ce qu'il y a de sûr, et ça sera dit tout à l'heure, c'est les plateformes agréées, ben, par définition, normalement, si elles sont agréées par l'administration fiscale, si elles sont agréées, c'est qu'elles respectent ce qui doit être respecté. On verra tout à l'heure, je pense qu'on y reviendra, tout ce qui doit être fait par une plateforme pour avoir un agrément et le garder, parce qu'il ne s'agit pas d'avoir un agrément, mais il faut aussi le garder. Et on verra tout à l'heure comment on va fonctionner cette émission de facture, cette transmission, cette réception, etc. On fera attention, bien sûr, aussi à ce que les contrats que nous signerons comportent des clauses contractuelles qui garantissent la confidentialité, l'interdiction de transfert hors de l'UE, des possibilités d'audit, le respect du RGPD. Mais normalement, tout cela, si la plateforme est agréée, elle doit le respecter. Il en va pas de même pour le service de facturation, puisque théoriquement, on peut très bien avoir un service de facturation A et une plateforme agréée B. On n'est pas obligé d'avoir un pack complet, mais sûrement qu'il y aura souvent la contractualisation avec un pack complet. Que peut-on dire en conclusion de ce passage et pour répondre aux craintes aux craintes rappelées par Alexandre ainsi que à nos obligations déontologiques qu'il a tout à l'heure rappelées, ben, on peut conclure que c'est une transformation structurelle pour la profession d'avocat. Je vous le disais, il va falloir que nous nous adaptions et on est très heureux que vous soyez aussi nombreux aujourd'hui parce que ça montre que ben, cette date du 1er septembre 2026 pour la réception, sauf pour les cabinets d'avocats qui ont plus de 250 salariés, mais bon, il n'y en a pas beaucoup, mais qui, eux, passeront également à l'émission au 1er septembre 2026. Mais, et pour pour la réception là, et c'est une transformation structurelle, oui. Oui, ça nous change la vie. Ceux qui ont commencé la profession sans être soumis à la TVA, quelle révolution au fil des années, hein, mais ça a existé. Je vous rappelle que, sauf erreur de ma part, on a été soumis à la TVA, la profession, en 1991, si je ne me trompe pas. Je disais, en terminant sur cette phrase, oui, si les obligations fiscales sont identiques à celles des autres entreprises, nous ne sommes pas une entreprise comme les autres. Nous avons une exigence déontologique qui impose des garanties supplémentaires et nous espérons, là, on a la
la théorie dont je viens de vous faire part, mais nous espérons les trouver dans les outils. Et les outils, avant de voir quels sont ces outils, et ils sont nombreux, mais ces outils, c'est pourquoi faire. Samuel, est-ce que vous voulez bien essayer de nous expliquer tout cela, comment cela va fonctionner? Avec plaisir, maître Blanquer. Merci. Alors, donc techniquement, concrètement, la mise en application de cette réforme va impliquer des nouvelles façons de faire, des nouveaux réflexes que vous devrez assez rapidement adopter. Il y a deux processus à distinguer en fonction de la nature de votre client. Le premier s'intitule l'e-invoicing. Il concerne les transactions en B2B, business to business, c'est-à-dire entre vous et un professionnel assujetti à la TVA. Alors, en quoi consiste-t-il? Alors, comme vous pourrez le constater dans ce schéma dit en Y, les factures ne vont plus être simplement transmises de l'avocat à son client, mais seront acheminées par leur PA, leur plateforme agréée. Et en parallèle, les données seront centralisées et transmises par le PPF, acronyme de portail public de facturation. Donc ces données seront être transmises et centralisées par le PPF vers la DGFiP automatiquement. Tout se fait automatiquement. Ce processus est à réaliser à chaque émission de facture électronique. Donc c'est en flux tendu. Second processus, l'e-reporting. Alors cette fois-ci, il concerne les transactions en B2C, en business to consumer, c'est-à-dire entre vous et des clients non assujettis à la TVA, comme des particuliers ou des sociétés situées hors du territoire national. Mais ce processus concerne également tous les prestataires de services à partir du moment où ils vont encaisser un règlement de note d'honoraires, par exemple, pour vous, en tout ou en partie. Alors, contrairement à l'e-invoicing, vous ne communiquerez que les informations essentielles, comme a rappelé tout à l'heure Maître Blanquer en faisant une synthèse, un retour sur la réponse, les échanges avec l'administration fiscale. Donc, uniquement les informations essentielles, comme le montant hors taxe, la TVA, si afférent, la date et le mode de règlement, le numéro de facture. Vous voyez, il n'y a plus la mention, la transmission obligatoire nécessaire du nom ni du numéro de sirène de votre client. Donc le tout sera transmis à la DGFiP sans transmission parallèle au client, puisque le prestataire de service, vous continuerez d'envoyer vos factures directement à votre client au format habituel, au format libre, donc un PDF, un Word, etc. Et selon les modalités habituelles, par mail, par voie postale si vous souhaitez, que sais-je. Maintenant, en termes de rythme, de périodicité, là encore, contrairement au invoicing, le reporting est comment dire, doit se réaliser, pardon, à cadence décadaire pour ce qu'on appellera le reporting de transaction, lorsque vous allez faire une remontée de ces informations de facturation à la DGFiP, ou mensuel pour tout ce qui est e-reporting dit de paiement. Donc là, c'est lorsque vous tiendrez informé l'administration justement de ces fameux encaissements. Ou alors de manière bimestrielle, tous les 2 mois, si actuellement vous êtes en franchise en base de TVA. Donc bien que, par nature, encore une fois, assujetti à la TVA en tant qu'avocat, il se peut, à la faveur d'un chiffre d'affaires inférieur au seuil, par exemple, de 50 000 €, ne pas être, pour l'instant, redevable de la TVA. Encore une fois, malgré cela, de toute façon, je reviens là-dessus exprès, j'insiste, malgré cela, même si vous êtes en franchise en base de TVA avec un chiffre d'affaires modeste, ou alors parce que vous avez commencé votre activité il y a moins de 2 ans, vous êtes quand même tenu de procéder à ces deux processus, le invoicing pour vos clients
eux-mêmes assujettis à la TVA, et le e-reporting, donc pour des autres, comme affiché ici sur vos écrans. Alors, merci pour cette présentation. Plusieurs questions. Vous venez de dire que, si j'ai bien compris, qu'allaient remonter également les données d'encaissement. Tout à fait. Du Donc, règlement. est-ce que ça veut dire que, parce que jusqu'à présent, on n'a parlé que de l'émission de la facture et la transmission des données de facturation. Ça veut dire que il va y avoir. Est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir en même temps quand je vais saisir dans ma comptabilité le règlement d'une facture préalablement transmise ou en quasi-intégralité avec le e-invoicing ou aux données consolidées dans le e-reporting, est-ce que ça veut dire que l'administration fiscale, quand j'encaisse mes 500 ou mes 600 euros TTC avec 100 euros de TVA et 500 euros de chiffre d'affaires, elle le sait immédiatement? C'est ça? Alors, pas immédiatement, mais soit donc, alors contrairement au invoicing, ce ne sera pas en flux tendu, donc pas immédiatement au moment du règlement. Par contre, oui, pour chaque euro, plutôt dès chaque euro encaissé, il faut prévoir un certain rythme, une certaine périodicité, une régularité, donc de manière décadaire, encore une fois, mensuelle, pardon, plutôt mensuelle, excusez-moi, de manière mensuelle ou bimestrielle si actuellement vous n'êtes pas assujetti à la, pardon, si vous n'êtes pas redevable de la TVA. Donc, selon ces deux rythmes de, de remontée des informations, vous devrez effectivement tenir informer l'administration de vos encaissements au cours du mois en question, au cours des 2 derniers mois. Exactement. Mais de manière consolidée, hein. D'accord. D'accord. Donc, quand vous dites de manière consolidée, ça veut dire Regroupée. regrouper. Tout à Hein, fait. C'est c'est pas pas au mes client. 500 euros dont je vous parlais tout à l'heure, hein, mais c'est pour Tout à fait. 500 euros hors taxe. Non, c'est ce que j'ai encaissé sur la période concernée. D'accord. Voilà. Donc, au moins une fois par mois, c'est ça? C'est ce qui est Au moins une prévu? fois par mois, voire tous les 2 mois, si actuellement le prestataire, l'avocat, est en franchise en base de D'accord. TVA. Je continue à dérouler, hein, parce que je suppose que ce que vous nous dites interroge également les personnes qui suivent ce webinaire. Euh, donc, ça veut dire que à terme, non, ça veut dire, pardon, que mon logiciel facturation, il est connecté, il a aussi un aspect encaissement où il est connecté au mon logiciel compta qui gère les encaissements. Tout à fait. Alors, dans le invoicing, la question ne se pose pas puisque tout transite, que ce soit la facture initialement voilà, en début de chaîne ou le règlement en fin de cycle, la question ne se pose pas pour invoicing. Par contre, pour le e-reporting, il revient au prestataire, à lui donc la responsabilité de déclarer de manière périodique, tous les mois ou tous les 2 mois, donc, l'ensemble des encaissements qu'il aura perçus au cours de ce mois ou de ces 2 derniers mois. Mais l'avocat qui veut se simplifier la vie, en fait, il a tout intérêt à utiliser un logiciel ou un prestataire unique qui peut lui proposer à la fois d'invoicer les factures dont il est obligé d'invoicer et à la fois de pouvoir émettre des factures dont l'e-reporting sera facilité, en tout cas, au moment où il le fait. Oui, c'est évident qu'à partir du moment où il y a un invoicing à l'origine et que celui-ci se cumulera avec le e-reporting, ce sera intégré et tout sera automatisé. Là, je ne parlais, je faisais allusion tout à l'heure que dans le cas où on doit uniquement faire le e-reporting sans avoir fait au préalable un invoicing à la facturation. D'accord. Peut-être, Ouais. pardon, c'est peut-être là où c'est la contrainte imposée à l'avocat, l'e-reporting, parce qu'il faut saisir les infos. Il faudra saisir les encaissements, il faut saisir la facturation. Mais tout ça, je vous l'ai rappelé tout à l'heure, ça va servir plus tard, peut-être pas immédiatement, mais si vous voulez, à préparer, comme on le fait actuellement pour l'impôt sur le revenu, à préparer les déclarations CA3, CA4. C'est-à-dire qu'on aura effectivement ce qu'on a collecté et ce qu'on a en matière de TVA, j'entends, hein, ce qu'on a collecté, ce qu'on a dépensé, donc au niveau TVA déductible. Euh,
Pardon, juste je complète aussi les réponses précédentes en précisant que il est bien sûr prévu dans la PA, dans la plateforme agréée, au moment où on identifiera le client, de préciser si c'est un particulier ou un professionnel. Dans ce cas-là, le logiciel de lui-même euh, s'attendra à procéder soit au invoicing et au e-reporting, soit à l'unique e-reporting. Euh, une question sur le. Ce sont des données consolidées dans tous les cas qui sont transmises, hein, ou c'est information dans le e-invoicing. Bon, sur le reporting, on a compris, c'est consolidé. Donc, si c'est consolidé à la facture, quand on envoie les données de facturation consolidées, par définition, les données d'encaissement seront nécessairement consolidées. Mais sur la facturation, on a compris qu'à l'émission de facturation, c'est en flux tendu. Chaque fois que je facture, ça part à l'administration fiscale. Mais est-ce que chaque fois que j'encaisse de l'e-invoicing, ça part également à l'administration fiscale en temps réel? Oui, tout à fait. Excusez tout à l'heure, quand il y aura eu à l'origine du cheminement du cycle, eh bien, un invoicing, pour les raisons qu'il exige, qu'il nécessite, à partir du moment où il y aura un règlement, ça passera par les PA, tout à fait. Et donc, de facto, comme la plaque tournante et le PPF, le portail public de facturation, eh bien, l'administration sera également tenue automatiquement informée et pour le coup, en temps réel, en flux tendu, du règlement du client vers l'avocat. D'accord. Alors, je poursuis ce cheminement. Donc, est-ce que quand je paie, moi, avocat, une facture que j'ai reçue d'un fournisseur qui me l'a adressée au travers de la plateforme agréée e-invoicing, par exemple, dès le mois de septembre 2026, ma facture EDF, enfin d'électricité, hein, où il y a de la TVA, et bon, ils ont un peu plus de 250 salariés. Donc, est-ce que quand je paie cette facture, je dois là aussi utiliser le système de facturation électronique? C'est la question. Oui, tout à fait. D'accord. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'à partir du 1er septembre 2026, si ce n'est pas le cas, ce ne sera pas le cas, vous ne pourrez même pas comptablement et fiscalement euh, constater la TVA récupérable sur ces dépenses-là. À partir de quelle date? 1er septembre 2026. Ah, c'est sympa. Euh, D'accord. Ce qui veut dire, non, mais c'est important, hein, ce qui veut dire que si au 1er septembre 2026, on ne reçoit pas nos factures d'entreprises qui, elles, sont soumises à l'e-invoicing par le canal de notre plateforme agréée, on ne pourra pas déduire la TVA, c'est ça? De suite, immédiatement, là, sans période d'acclimatation, sans rien. C'est pas Voilà, une validation. Vous ne pouvez pas ne pas récupérer. Elle sera forcément récupérée, mais d'une façon manuelle. D'accord. Récupérer d'une façon manuelle. Est-ce qu'on perd le droit à récupération ou est-ce qu'on le fait si manuellement? vous n'êtes pas équipé au 1er septembre 2026 pour recevoir les factures de ceux qui précisément ont eux-mêmes l'obligation donc de les émettre, donc je reprends l'exemple d'EDF, effectivement, l'une des sanctions, peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure, une des sanctions est la non-déductibilité, la non-récupération de la TVA. D'accord. C'est C'est une dissuasif. excellente Et c'est fait nouvelle. exprès. Pour celui qui a pas. Oui, Pas fait. Voilà. d'accord. Et encore, on n'a pas abordé les montants pécuniaires. Non, non, oui, d'accord. Mais voilà, ça, c'est la sanction de la non-réception à partir du 1er septembre 2026. Alors, OK, on risque de ne pas pouvoir déduire la TVA sur la facture concernée. J'ai une question également. Donc, ça veut dire que quand je paie, je le passe à la moulinette de la facturation électronique, plateforme agréée, et l'administration fiscale le sait. Mais EDF, quand il reçoit mon paiement, il le déclare également. Ce qui veut dire que l'administration fiscale, et ça va être pareil pour nos honoraires, hein, je facture avec de l'e-invoicing. Quand je suis payé, je le
rentre en comptabilité, mais mon client, puisqu'il est également e-invoicing, il a passé en comptabilité, donc, et donc c'est l'administration fiscale le sait, donc elle va savoir 2 fois que mon client a payé ou que moi j'ai encaissé, quoi. Elle a une double information, c'est ça? Est-ce que je perçois bien le fonctionnement Ou du truc? c'est tout le Pardon pour travail le mot de truc, hein. c'est tout le travail de centralisation, je parlais tout à l'heure de plaque tournante, qui est donc un rôle joué par le PPF, alors je vais vous remettre exprès sur le slide précédent. Donc vous voyez, hein, comment dire, le rectangle orange, hein, on voit le PPF, le portail public de facturation, c'est vraiment lui qui centralise les données et qui les dispatche, qui les redirige vers le bon intermédiaire, le bon récepteur, en fonction donc du sens de la transaction. Soit c'est une facturation, soit c'est un règlement. Et à chaque fois, au milieu, très bien, merci. Et donc au milieu, vous voyez, à chaque fois se trouvera en cours de route la DGFIP, le rectangle donc Bordeaux. DGFIP qui est donc tenu informé en temps réel par le portail public de facturation, le PPF. D'accord. Alors ce portail public de facturation, là aussi, si j'ai bien compris, il ne va nous connaître qu'au travers de notre numéro sirène, c'est ça? Tout à fait. Donc alors, comment je me fais connaître, numéro sirène? Il sait déjà, il l'a déjà, c'est déjà Bonne fait? question. Cela nécessitera au préalable l'inscription dans un annuaire, où donc on pourra également, à travers celui-ci, enfin chaque prestataire pourra donc vérifier que son client est précisément tenu de recevoir en tout cas du moins tenu d'être équipé des outils de réception de factures électroniques, puisqu'il pourra également le retrouver toujours avec ce numéro de sirène, un annuaire. Et alors, bon, on va prendre mon cas, je commence à devenir dinosaure puisque j'exerce au travers d'une société civile professionnelle. Donc ma SCP a un numéro sirène. Est-ce que c'est moi, avec mes petites mimines, qui vais déclarer mon numéro sirène au portail public de facturation, ou quand j'aurai fait le choix d'une plateforme agréée, est-ce que c'est la plateforme agréée qui va dire, ben voilà, la SCP, Blanquer, etc. est associée, elle a ce numéro et c'est mon prestataire qui le fera. Un peu de patience, j'allais y venir dans les slides qui Pardon. suivent, mais effectivement, entre autres missions d'un expert comptable, c'est de s'occuper de l'inscription dans l'annuaire. Ok, alors si je commence à empiéter. Ah oui, une question très intéressante. Quid des factures de débours non assujetties? Doit-on les passer par la PA? Oui, En fait, c'est toutes les factures, point. oui, Même si on facture qu'un droit de plaidoirie à 13 euros, qu'il n'y a pas de TVA, tout ça, elle passe par la plateforme agréée. tout à fait de la même manière que tout à l'heure, quand vous m'avez posé la question pour la SCI hybride, qui avait une activité hybride fiscalement. Donc ça, c'est le même principe, même si ici il y a des transactions qui ne sont pas soumises à TVA. Ça passera quand même donc par le jeu de la plateforme agréée. Mais en e-invoicing, 1, 2, 3, je vais y arriver. En e-invoicing ou en e-reporting, du coup? C'est-à-dire que à partir du moment où c'est vous qui facturez les débours, Ouais. Parce que du coup, j'ai un flux sur lequel je vais devoir neutraliser de la TVA. normalement votre plateforme agréée donc Permettra permettra de faire D'accord. le distinguo et saura comment gérer cela. Ok. Donc, si j'ai bien compris, Samuel, de manière euh, avec beaucoup de tact, m'a dit, mais là, il faut arrêter les questions. J'ai pas fini. J'ai d'autres choses à dire, et notamment sur le fonctionnement, sur les sanctions, peut-être sur tout ça. Donc, nous Avec vous plaisir, écoutons. je n'ai pas. Non, non, mais comme vous le souhaitez, je mets à votre disposition pour la réponse aux questions. Alors, c'est pas Samuel, c'est Christian Guig. Oui, alors simplement, en synthèse, pour l'instant, on peut dire que c'est effectivement la fin des factures, pardon,
Voilà. C'est la fin des factures, donc PDF par mail. Donc ça, on l'a vu, avec une facture qui va être structurée pour pouvoir effectivement être détectée par les systèmes des logiciels. C'est la transmission des factures par une plateforme agréée, bien évidemment. Et là, je veux dire, mais on aura l'occasion d'en parler également, le choix de la plateforme est extrêmement important. Vous parliez de secret professionnel, où est installée la plateforme? Qu'est-ce que la charte? Il faudra vérifier effectivement la charte de cette plateforme. Il y a, comme je le disais, le côté intéressant peut-être sur le plan de la gestion du cabinet, c'est l'archivage des factures. Ça vous permettra de retrouver les factures puisqu'elles vont être archivées dans le système de PA. Moins d'erreurs, moins de fraude, évidemment, puisque, si vous l'avez bien compris tout à l'heure, vous dites on rapproche à la fois la matière déductible et la matière imposable. Donc, au rapprochement des deux, ça veut dire qu'on va effectivement vers ce qu'on appelle l'automatisation, pardon, des déclarations CA3, CA4, comme on l'a actuellement pour le cas de l'IRPP, puisque vous avez des déclarations pré-remplies. Il faudra quand même vérifier un peu qu'il n'y ait pas d'erreur. Et puis, on le disait aussi, la vision claire de la trésorerie, c'est-à-dire que votre logiciel vous permettra, encore une fois, à chaque instant de connaître le montant de votre facturation et également le montant de vos encaissements et également le montant des factures qui restent à payer. Donc ça, c'est important pour la gestion d'un cabinet. Alors, je vais peut-être empiéter sur... Alors peut-être, oui, sur les sanctions, qui en parle? Parce que si j'ai bien compris, bon, si je ne suis pas soumis à la TVA, si je ne suis pas inscrit, la sanction de ne pas pouvoir déduire la TVA, que de toute façon je ne déduirai pas, ça ne me concerne pas beaucoup. Si j'ai bien compris, sur la réception, la sanction, c'est la privation du droit à déduction de la TVA, de ce qu'on aura payé. Mais si je ne suis pas soumis, c'est peut-être pas si grave que ça. Mais alors, est-ce que je risque que ça, ou est-ce que je risque autre chose si je zappe et que je veux pas, je fais ma force de tête, je veux pas me soumettre à la facturation électronique? Qu'est-ce que je risque? Oui, alors, sur ce plan-là, effectivement, il y a des sanctions qui ont été prévues par les textes, codifiés dans le Code général des impôts. Des sanctions donc en matière de facturation électronique, le non-respect par l'assujetti d'émission d'une facture électronique donnera lieu à l'application d'une amende de 50 euros par omission, par facture. 50 euros par facture avec un plafond par année civile de 15 000 euros. Concernant les sanctions en matière de fourniture de données de transactions et de données de paiement, là, la sanction est encore plus importante puisqu'elle est de 500 euros par omission de transmission dans un plafond fixé à 15 000 euros. D'accord. Donc ça veut dire, alors moi j'avais des chiffres moindres. Ça veut dire ils se sont lâchés un petit peu, Oui, ils ont Ils pointé se sont récemment. lâchés. Oui, oui. hein, parce que j'avais 15 et 250. Absolument. Du Ils ont 15, c'est doublé. passé à 50 euros Ah, d'accord. et de 250 euros, c'est passé à 500 euros. D'accord. Donc ça veut dire que alors ça c'est à partir de c'est sur l'émission des factures, hein. Là on n'est pas sur la réception, donc on est au 1er septembre 2027. Si je dois émettre une facture e-invoicing et que je ne l'émets pas au travers du service facturation électronique, je risque 50 euros d'amende, c'est ça? Tout à fait. C'est ça. Et dans l'année civile, c'est une année civile? Le texte parle d'année civile, effectivement. Année civile, je peux en prendre pour 15 000. C'est ça. Hein, c'est ça, hein? Tout à fait. OK. Et pareil pour l'e-reporting, si je dois, mettons, tous les 15 jours, tous les mois, tous les 2 mois, on verra ce qu'ils nous disent, parce que là aussi, peut-être ça va changer. Si je zappe mon obligation, là, c'est 250 euros chaque fois que 500. Alors pardon, là, c'est un peu 500. différent puisque là, on parle de sanctions en matière de fourniture de données, de transactions et de données de paiement. C'est-à-dire Oui, que c'est c'est ça. voilà, c'est pas encore, c'est pas le non-respect du non-respect de l'émission du facture électronique, c'est D'accord. le non-respect de l'obligation de transmission des données de transaction et des données de paiement. Donc ça veut dire si je reçois toujours mes 600 euros dont on parlait tout à l'heure, je ne les
je ne dis pas à l'administration fiscale que j'ai reçu mes 600 euros, je risque 500 euros d'amende. Tout à C'est fait. ça, Ah, sympa. absolument. D'accord. Et enfin, je voudrais terminer par, il y a des sanctions prévues également en matière comment dirais-je, pour les plateformes agréées. Les plateformes agréées sont également sanctionnées en cas d'omission ou de manquement. Donc, elle a l'obligation, la plateforme, de transmission des données de facturation. Et là aussi, c'était relevé, puisqu'on est aujourd'hui, on était à 50 euros. On est passé, alors j'ai du mal à relire je crois que c'est 250 euros, avec un montant maximum par année civile de 45 000 euros. Ça, c'est les plateformes agréées qui C'est ça. risquent une amende. Oui, ça Et nous concerne un petit peu moins. Samuel? peut-être oui, pour compléter la réponse de Maître Guig, dans le cas cette fois-ci de problèmes pour l'incapacité donc de recevoir, cette fois-ci non pas d'émettre, mais de recevoir les factures, qui était votre question initiale d'ailleurs. Donc, certes, si le récepteur, hein, le client en question, ne s'est pas doté, mais qui lui-même, de toute façon, en franchise en base, effectivement, il ne sera pas comment dire, pénalisé par une non-déductibilité de la TVA, une non-récupération de la TVA déductible sur ses achats, certes, mais s'ajoute quand même, en parallèle, une amende, cette fois-ci, qui s'élève à 500 euros, une amende spécifique de 500 euros, puis 1000 euros tous les 3 mois de non-inscription à une PA. D'accord. Celle-là, je ne l'avais pas. Donc, mais peut-être je ne suis pas le seul à ne pas l'avoir. Donc, si je reprends ce que vient de nous dire Samuel Gerbier, ben, il dit, ça veut dire que si au 1er septembre 2026, Exactement. nous ne nous inscrivons pas pour recevoir les factures que les ETI et les grosses entreprises, grandes entreprises vont nous transmettre sur une plateforme agréée. Et donc, le logiciel de facturation, ça va avec, il faut les deux, puisque quand on les paye, on doit le marquer. D'accord, j'ai compris. Donc, si on ne le fait pas, tout à l'heure, je pensais qu'on était juste privé de la déductibilité de la TVA, et je disais, c'est pas très grave si je suis en franchise de TVA, mais pas de chance pour l'administration fiscale, je m'en Ils ont sors tout bien. prévu. Et ça a duré 3 minutes que je m'en sorte bien. Et ça veut dire que le seul fait de ne pas s'inscrire va me coûter 500 euros. Dans un premier temps. Puis, Et 1000 si je euros. persiste, 1000 euros tous les 3 mois. 1000 euros tous les 3 mois. D'accord. Ouais, comme ça, vous êtes prévenus comme ça. D'accord. Là, on a à peu près tout. Est-ce qu'on sait si l'administration fiscale va être compréhensive ou Après, c'est pas. Enfin, je pense qu'il n'y a pas à diaboliser le fait de, en tout cas sur la partie réception des prestataires, on a une formalité de devoir recevoir les factures comme ça. Donc, je pense que il faut plutôt voir le côté bonne pratique pour les cabinets et se dire que voilà, l'échéance, c'est le 1er de septembre 2026 et que c'est à ce moment-là qu'il faut choisir une plateforme de réception. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand même de s'intéresser à la plateforme d'émission que vous voudrez aussi, parce que dans un monde idéal, l'émission et la réception se font au même endroit, facilitant l'aspect gestion administrative de la chose. Mais finalement, ça fait gagner aussi du temps sur la pré-comptabilité, de pouvoir rassembler au même endroit toutes les factures fournisseurs, puisque 99% des factures fournisseurs qu'un cabinet est amené à recevoir passeront à terme, au moins en 2027, par ce système-là. oui, je, je pense qu'ici, on partage tous, hein, mais tu as raison, Alexandre, de le rappeler. Je disais tout à l'heure, ce webinaire, il est à deux niveaux. Il est à l'avocat entreprise, comment je fais avec ma comptabilité, avec les factures que j'émets et les factures que je reçois, mais également à destination de l'avocat, avocat conseil de professionnels. Donc, je pense que c'est intéressant que on soit toutes et tous en capacité d'expliquer à nos artisans, petits commerçants, entrepreneurs, que les avocats peuvent aussi leur apporter ce genre d'informations et attirer leur attention sur
sur ce qui est en train de se passer, ce sur quoi tous ces clients professionnels que nous avons, ce à quoi ils vont être soumis dans moins de 6 mois. Alors, on a beaucoup parlé, et Alexandre le disait, il a raison, on a beaucoup parlé de plateformes agréées, de fournisseurs de logiciels de facturation électronique, mais jusqu'à présent, c'est très théorique. L'ANA-FA-GC, je le disais en commençant, est un expert comptable, hein, c'est issu de l'ANA-AFA, qui était l'association agréée de la profession d'avocat. Qu'est-ce que vous avez prévu, vous, pour répondre, puis je disais tout à l'heure, vous commercialisez, ou je sais pas, si je ne l'ai pas dit, j'aurais dû le dire, vous commercialisez des logiciels de gestion de cabinet, de comptabilité. Qu'est-ce que vous avez prévu? Comment ça pourrait se faire pour vous, pour vos clients avocats? Alors, j'y répondrai avec très grand plaisir dans un instant, mais je laisse d'abord la parole à Maître Guigues pour un dernier point. Oui, non, non, moi, je termine, hein. C'est en fait une synthèse des échanges actuellement. Le choix, les particularités propres aux avocats, le choix de la plateforme agréée est primordial, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, puisque cette plateforme doit obéir à un certain nombre d'obligations pour permettre justement de répondre aux exigences de la profession. On l'a vu. Donc à un moment donné, il faudra que déjà les plateformes, elles devront être interopérables entre elles. C'est extrêmement important. C'est-à-dire que l'avocat pourra prendre deux plateformes, une plateforme de réception et une plateforme d'émission éventuellement. C'est tout à fait possible. Et donc, ou alors une plateforme d'émission de réception via une autre plateforme. Il faudra donc que ça soit interopérable entre elles. Euh, les factures devront simplement mentionner, pour la profession d'avocat, un objet générique. Ça, on l'a rappelé. Enfin, tout règlement de facture et tout encaissement de provision, les données de paiement correspondantes vont être transmises à la DGFiP via sa plateforme agréée, y compris celle des règlements reçus d'un nom de CGT à la TVA, particulier, entreprise étrangère. On a parlé tout à l'heure, e-reporting, c'est effectivement la globalisation du montant du chiffre d'affaires et de la TVA collectée. Voilà pour la partie, ces parties-là, je passe la parole maintenant. Alors, je vais la reprendre, c'est l'avantage. Pardon. Oui, parce que je me suis aperçu que j'avais pris un petit peu de retard dans la transmission des questions. Alors, question suivante, comment allons-nous faire pour les demandes de provision sur honoraires? C'est du flux. Hein. C'est du flux, ça suit exactement les mêmes règles. La question de la provision sur honoraire, elle est particulière au niveau de la déontologie parce que vous devez faire un rappel de provision sur les factures successives, mais ça reste un flux pour l'administration fiscale, c'est de la facture comme le reste en fait. Donc ça suit, c'est l'accessoire qui suit le principal. Merci. Pardon. Merci. Bonjour, nous sommes un cabinet de plus de 100 avocats qui ont tous un contrat de collaboration. J'ai des rétrocessions faites mensuellement par nos collaborateurs ou à nos collaborateurs. Seront-ils dans l'obligation tous d'avoir une plateforme agréée? Bien sûr que oui. D'accord. Donc ça veut dire que... Alors, ouais, vas-y. il y a un monde dans lequel, pas dans ce cas-là, mais il y a un monde dans lequel les collaborateurs peuvent être, au moment où on discute, en exo de TVA. Sur un cabinet de plus de 100 collaborateurs, je ne suis pas persuadé qu'ils soient exo de TVA. Donc on va raisonner comme s'ils n'y étaient pas, mais du coup, effectivement, ils ont tous l'obligation Mais- d'avoir en fait, comme tout avocat, mais- de faire un choix de plateforme agréée pour la réception. Alors, sur les collaborateurs, la question de la réception, il faut le faire parce que c'est une obligation, mais en fait, elle est très résiduelle. Mais par contre, pour l'émission, Alors, ce sera le cas. même s'ils sont pas soumis, même s'ils sont exonérés, hein, tous les avocats sont dans le champ de la Tout TVA. à fait. Hein, donc, ça veut dire que le collaborateur qui aura un chiffre d'affaires inférieur à 50 000 euros. 50 000 euros à ma droite, donc annuel, il est, il est exempté de TVA, si le terme est bon, mais il est soumis à l'obligation facturation électronique, plateforme agréée, et si j'ai bien compris, et c'est pour répondre à la question qui nous est posée, si j'ai bien compris, quand il va mensuellement
recevoir ou demander sa rétrocession à son collaborant, ben, il doit émettre une facture. Et cette facture, au lieu de l'amener dans le bureau d'à côté ou de le donner au service comptabilité, ben, il va la faire transiter, c'est ça, par la plateforme agréée. Tout à fait. En D'accord. fait, sans vouloir faire de sémantique zélée et sans être trop technique, on peut être à la fois, donc par nature, assujetti à la TVA, mais temporairement non redevable de la TVA bien qu'assujetti. Et c'est tout à fait le profil d'un avocat, par exemple, qui débute. Merci. Alors, toujours dans les questions qui ont été posées, bonjour. Comment la facturation électronique se concilie-t-elle avec l'utilisation de Chorus Pro? Le portail de facturation est utilisé pour transmettre les factures aux personnes publiques. Vous avez 30 secondes. Alors, moi, effectivement, les confrères qui font beaucoup de droit public ont l'obligation aujourd'hui, d'ailleurs depuis si je ne m'abuse, depuis 2020, me semble-t-il, de transmettre leurs factures sur le portail Chorus Pro. C'est déjà le cas actuellement. Alors maintenant, la question posée, comment on concilie avec les nouvelles obligations en matière invoicing, je ne sais pas. Là, je veux dire, Quelqu'un a on une idée vérifiera. ou c'est une question à laquelle que l'on va noter, puisqu'on on n'a pas toutes les réponses, mais J'ai pas, merci On pour propose vos de noter. questions. Oui. j'ai pas vérifié, mais il y a fort à parier qu'ils vont devenir acteurs économiques avec l'obligation de s'immatriculer sur une plateforme et que Chorus Pro va muter en plateforme enfin, qu'il y aura une interopérabilité entre les deux plateformes. Mais Alors, par contre, effectivement, c'est peut-être un trou dans la raquette qui n'a pas été pour l'instant anticipé par l'administration fiscale, parce que j'ai rien vu passer à ce sujet. alors j'aimerais aller plus loin. À l'origine, c'est Chorus Pro qui devait être le seul acteur public. Sauf qu'après, le marché de la PA a été ouvert, a été privatisé, donc ouvert à la concurrence. Et donc, le projet de, de- d'avoir Chorus Pro comme unique interlocuteur est mort dans l'œuf. D'accord, oui. Et, on en est à combien d'ailleurs de plateformes agréées aujourd'hui à peu près? Un peu plus d'une centaine, D'accord, mais ça, à terme, on suppose que elles vont se consolider entre elles en fonction de l'évolution du marché des PA. d'accord. Parmi les questions, comment fait-on lorsqu'on partage les frais avec un confrère sans être en société? Donc, je suppose, il y a une facture qui arrive, mais elle est payée moite-moite, enfin, pardon, moitié-moitié. Elle est au nom de l'un, mais payée par deux, moitié-moitié. De la refacture. C'est celui qui est titulaire de la facture qui va la saisir et qui va la payer. Et après, il y a un système de refacturation de ce qui a été payé pour le compte d'eux. En faisant attention à comment on sécurise les flux, évidemment, puisque comptablement, ça doit être appréhendé correctement. D'accord. Et ça va pas faire tourner dans le chiffre d'affaires, non? C'est ça, la refacturation? Non, parce que s'il y a une franchise de TVA jusqu'à 50 000, si on refacture, Mais c'est plus moins. c'est du plus-moins. Ouais, d'accord, ok. Euh, Bonjour, nous faudra aussi nous intéresser, c'est une excellente question, à la transmission des archives de notre facturation dans le cadre d'un changement de plateforme agréée ou de fournisseur de logiciels de facturation. Ça, plus généralement, c'est une question à se poser pour tous les outils numériques que vous utilisez. Du logiciel de gestion au cloud, au système de logiciel, à l'infogérance, c'est l'interopérabilité de vos données. Et effectivement, c'est ce sur quoi vous devez être attentif, la capacité de migrer vos données sans perte d'une plateforme à l'autre. Et c'est, à mon avis, un des critères de choix à se poser, non pas au regard de la déontologie, mais plutôt au regard de la gestion d'entreprise, en fait. Il faut que je sois sûr que le prestataire avec lequel je travaille me permettra d'avoir des données exploitables au moment où je souhaiterais en partir. Ce qui n'est pas garanti, notamment en matière de logiciels de gestion, par tous les éditeurs aujourd'hui. Oui, alors la réponse à cette question, elle est posée par l'article 242 non-IS E du Code général des impôts, qui donne toute une liste d'obligations de la plateforme. C'est d'assurer la continuité, etc. Vous l'avez là, référence donc 242 non-IS E du Code général des impôts.
D'accord, mais oui, mais bon, donc avec tous les problèmes que cela peut poser, si on a une plateforme agréée qui met la clé sous la porte, voilà, en fait, Mais c'est- les données, elles auront été transmises. oui. Donc en fait, les données, l'administration les a. Et toi, si c'est un format facilité, il y a de fortes chances que, enfin en tout cas, moi, je choisirais pas une plateforme qui ne me permet pas d'avoir un backup immédiat de toutes mes factures au moment où je le demande. Parce que là, pour le coup, il n'y a rien qui s'y oppose. Oui, donc ce que tu dis, c'est tu veux globalement avoir le double de ton fichier chez toi. Non, mais en fait, comme globalement, ce sera un système de base de données informatique dans lequel soit on émet des factures, soit on saisit des données, nécessairement, chacun des prestataires doit être en mesure de proposer l'extraction de la base de données, soit parce que l'expert comptable ne peut pas se connecter à cette plateforme-là, soit parce que nécessairement l'expert comptable en aura besoin au moment où il va s'interconnecter sur la plateforme. D'accord, merci. Alors, on a fait du teasing, hein, on en a dit, hein, ça fait 3 fois, je crois, que je vous annonce que nous allons parler des fournisseurs de logiciels de facturation et des plateformes agréées. Et puis là, je crois que c'est le moment. Samuel, c'est à vous. C'est mon moment, ça y est. Alors, malgré la lourdeur et la complexité administrative qu'apporte cette réforme et que nous subissons tous, hein, qu'on soit expert comptable ou avocat, on est tous dans le même bateau, pour ne pas dire la même galère, passez moi l'expression. Nous, en tant que cabinet d'expertise comptable, notre rôle est de vous simplifier sa mise en application, de sécuriser votre conformité avec la réforme et donc de vous assurer une fluidité, une continuité de votre activité et in fine vous faire gagner en performance dans la gestion de votre cabinet. Alors, en se positionnant bien, à vos côtés et en s'imprégnant de votre écosystème existant, on a élaboré une palette de services qu'on met à la disposition de nos clients, puisque, on en parlait tout à l'heure, on vous inscrit dans l'annuaire. Ça a été demandé tout à l'heure. Voilà la réponse. Donc, c'est nous qui vous inscrivons dans l'annuaire. On, bien sûr, identifie vos besoins, on en tient compte. On vous forme à l'utilisation de nos outils et on s'occupe également de leur paramétrage. Et bien sûr, nous allons jusqu'au traitement comptable et fiscal de votre cabinet. Euh, c'est- Là, j'ai bien compris. Puis c'est pas normal, hein. Moi, je parle du CNB, vous parlez de la NAFA AGC, mais globalement, ce que vous proposez, on peut penser que les autres plateformes risquent globalement d'offrir un service ou comparable ou meilleur ou dégradé, mais ça fait partie des choses auxquelles l'avocat peut s'attendre, à savoir, hein, mais c'est intéressant, hein, l'inscription dans l'annuaire euh, et, 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 et offrir des outils qui permettent justement d'émettre des factures, de les recevoir, de les payer, et que tout ça, que ça parte là où ça doit partir, au moment où ça doit partir, dans le rythme où ça doit Tout à partir. fait. Hein, c'est ça. Tout à fait. L'idée hein, actuellement, c'est de vraiment vous inciter à tout à chacun à la réflexion, à prendre, à faire des choix eh bien, réfléchis, pesés, avec votre expert comptable, à l'appui de ses préconisations. euh, et en termes d'outillage, justement, pardon, en termes d'outils, justement pour réaliser tout cela, cette mission d'accompagnement, la NAFAGC a conçu toute une gamme évolutive de solutions qui comporte notamment un outil de facturation électronique qui comprend une PA, une plateforme agréée, pardon, qui assure à la fois l'émission et la réception. Un logiciel de gestion de cabinet qui inclut un tableau de bord, le RPVA, la gestion des affaires, des fiches de diligence, des indemnités kilométriques, des notes de frais, etc. Donc une solution complète hein, qui permet de faciliter l'ensemble des processus qu'on a abordés tout à l'heure, le invoicing et le e-reporting.
et le choix entre une offre en local, c'est-à-dire sur votre ordinateur, ou en ligne, qui vous permettra de travailler n'importe où dans le monde à partir du moment où vous avez une connexion Internet. Et puisqu'on parlait tout à l'heure de PA ou de transmission, de récupération des données, de protection des données, eh bien, sachez que la PA que nous utilisons, que nous vous préconiserons, eh bien, les données sont hébergées sur un serveur souverain français et particulièrement protégé contre le piratage, puisque les serveurs de l'APA sont partagés avec ceux de grandes entreprises industrielles françaises, notamment Dassault Aviation. Donc, ce qui vous indique un peu le niveau de sécurité optimum garanti. Et bien sûr, tous nos produits vous garantissent la conformité, on l'a déjà dit, avec la réforme, et évidemment le secret professionnel, hein. Nos outils ont été pensés et élaborés par des avocats pour les avocats. D'accord. Qu'est-ce que rajouter? Oui, on me dit qu'il faut que j'arrête de bouger autour du micro. Euh, donc, est-ce qu'on est obligé, bon, parce que j'ai compris que la NAFA présente, et c'est tout à fait normal, ces produits. Est-ce qu'on a une idée du nombre de logiciels, facturation? On a dit plus de 100, je crois on était à 120 ou 150 hein, PA. Est-ce que sur des solutions de facturation, on a une idée d'un nombre où on sait que c'est beaucoup, voire énormément? Beaucoup, mais Beaucoup. aucun chiffre précis. Alors là, c'est aussi pour cela qu'on souhaitait au CNB donner le plus d'informations et afin que vous puissiez toutes et tous vous positionner. Nous sommes, je m'y mets dedans, hein, mais tous les professionnels sont bombardés matin, midi, soir sur les ondes, sur les réseaux, sur la facturation électronique. On a à minima, on reçoit de nos experts comptables, de nos fournisseurs logiciels métiers, de nos fournisseurs logiciels comptables, de nos banquiers qui s'y mettent, d'entreprises spécialisées, on va dire comme la NAFA par exemple, hein, mais il n'y a pas que. Et là, ça devient compliqué. Alexandre, est-ce que tu as une idée comment choisir? Il y a un moment, parce qu'il y a un moment où il va falloir choisir. Et après, on verra quand choisir également. Donc, Bah, moi, je pense que effectivement, il faut que, enfin, les critères en tout cas que moi je vais mettre dans mon choix, c'est idéalement d'avoir la même plateforme pour la réception et l'émission. Donc déjà me rapprocher de mon expert comptable ou moi j'ai une banque en ligne qui le propose aussi, donc éventuellement de ma banque en ligne, un prestataire avec lequel j'ai l'intention de rester. Donc choisir plutôt si vous êtes avec votre expert comptable depuis longtemps et que vous avez l'intention de rester, peut-être choisir un des prestataires qui vous propose et encore que c'est plutôt celui que vous allez choisir auquel il devra s'adapter. Mais il peut y avoir un enjeu effectivement de connaissances métiers et d'avoir quelque chose qui est plus facile pour lui à utiliser. La deuxième chose, c'est effectivement, est-ce que je peux récupérer facilement mes données, outre l'obligation légale qu'il y a, comment est-ce que ça se matérialise en pratique? S'il faut que je fasse référence à l'article 242 non ISJ pour avoir mes données, c'est pas la même chose que si je clique pour avoir un export de mes données au moment où je le souhaite. Et évidemment, il y a la notion au travers de l'émission du secret professionnel, donc quelque chose qui est le maximum de garantie. Aujourd'hui, le minimum sur un prestataire comme ça, c'est ISO 27001 et les recommandations du rapport du CNB, c'est que le prestataire ait aussi des garanties équivalentes à SecNum Cloud, c'est-à-dire les garanties maximales aujourd'hui qu'on est en mesure de proposer et qui sont accréditées par l'ANSSI. Enfin, en tout cas, dont le standard est fixé par l'ANSSI.
D'accord. Merci Alexandre. Alors, il ne savait pas que j'allais lui poser la question, hein, donc c'est grand merci. Christian Guig, certes, vice-président de la NAFAGC, mais également avocat. Comment il choisit l'avocat? C'est une vraie question piège, hein. Naturellement, je me tourne vers la FAGC, D'accord. c'est évident. Alors, non, mais simplement rappeler, peut-être que Samuel ne l'a pas dit, nous avons une solution très simple, qui est l'outil de facturation qui répond aux exigences de la transmission des données pour un coût de 5 euros. Je le dis parce que 5 euros mensuels, vous avez l'outil qui permet de répondre aux exigences posées avec, on vous l'a rappelé, je pense, une plateforme sérieuse, française, qui répond aux caractéristiques que vous venez d'ailleurs Et d'exposer vous, complètement. vous faites bien, confrère, de revenir sur la facturation, parce que c'est vrai que c'est un volet qu'on n'a pas, de manière antinomique, qu'on n'a pas évoqué. Euh, Dans les critères de choix, vous devez comprendre la méthode de facturation de la plateforme. Si c'est un abonnement facturation illimitée ou un volume de facture annuel, c'est une chose, mais en tout cas, vous devez connaître le volume de facture que vous allez manipuler dans l'année. Moi, mon conseil, c'est de regarder les 3 derniers exercices et de voir à peu près combien de factures vous avez émises. Et à la réception comme à l'émission, parce que en fonction des modalités du prestataire, il ne s'agirait pas que vous vous retrouviez avec des coûts que vous n'aviez pas anticipés sur ce volet-là, évidemment. Oui, vous avez raison de le rappeler. Effectivement, c'est le vrai danger. Alors pour la FAGC, cette formule dont je parle à l'instant, c'est illimité en termes de données. Il n'y a pas de limite dans le. D'accord. On voit beaucoup de dossiers où il y a pas plus de 100, moins de 100, enfin, etc. Plus. D'accord. Donc ça, c'est une donnée fondamentale, hein, et c'est très bien qu'on l'aborde parce que c'est le sujet. Moi, j'avais entendu que il y avait des services qui facturaient à la facture. Hein, je me trompe pas, hein, et avec un coût d'ailleurs unitaire non négligeable. Là, il faut bien être attentif à ce que cela ne génère pas des frais, euh, on va dire, très importants. On passe quand même d'un moment où nous facturions gratuitement. C'est pas quelque chose qui nous coûtait de l'argent, hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le précédent, un des précédents, ça devient lointain maintenant, ministre de l'économie, je crois que c'était Bruno Le Maire, disait mais c'est tout avantage, vous allez voir, ça va vous faire gagner l'argent. Bon, on va d'abord commencer par en dépenser, sauf ceux qui auront un service gratuit ou compris parce qu'ils sont dans tel barreau, parce que ils ont, etc. Mais mis à part de cela, ça va coûter de l'argent déjà, alors que c'était gratuit. Mais il faut faire attention à ce que le service qu'on vous propose, même s'il est gratuit, il faut qu'il soit durablement gratuit et pas les 3 premiers mois. Il faut qu'il soit gratuit, peut-être pas pour les 10 premières factures par mois. Si vous en émettez 50, on a une vraie difficulté, etc., etc., etc. Donc, si j'ai bien compris, l'ANAFA GC, et c'est intéressant parce que au moins on a un prix. Ça permet d'avoir une réflexion à partir d'un prix parce que c'est pas, il y a beaucoup de pubs, il y a peu de prix qui sont donnés, hein, ou alors il faut se donner toutes ses coordonnées, etc., pour recevoir une. Donc, si j'ai bien compris ce que vous nous dites, vous êtes à 5 euros, je suppose que c'est hors taxe, hein. Hors taxe. Hors Non. taxe pour les jeunes avocats Oui, c'est ça. et les Alors, micro-entreprises. 5 euros, c'est pas pour les vieux avocats, c'est pour les jeunes, c'est ça? Ou c'est pour tout le monde? Ah, 5 C'est euros, ceux ce qui ont sont les moins jeunes avocats, 3 ans, Barreau. C'est hein. 10 euros. Ah, pardon. Alors, Ah, autant voilà, pour moi. c'est Oui, 5 euros pour les avocats, les jeunes avocats moins de 3 ans ou 3 ans en plus, je crois, barreau. Et puis 10 euros, effectivement, pour les autres. d'accord. Voilà, pardon. D'accord. Très bien. Je crains de devoir payer 10 euros. D'accord. OK. Donc voilà, ce qui permet que toutes et tous, on ait une base de réflexion. Donc 5 pour les jeunes avocats, 10. Voilà. C'est ce que fait la NAFA. Il y a sûrement mieux, il y a sûrement pire. Mais au moins, l'idée, c'est que on ait toutes et tous une base de réflexion pour savoir quand on va aller choisir. Et quand on choisit,
Ben, j'ai la question, et si on choisit une autre plateforme agréée que celle de la NAAFA, alors qu'on est adhérent de la NAAFA, comment cela va fonctionner? À partir du moment donc où la PA souscrite par le client à un FAGC assure une interopérabilité, aucun souci. Non, c'est pas pour rapatrier. C'est pas pour rapatrier, c'est pour coexister avec son mandat à l'INFA. Donc ça veut dire que vous pouvez enfin, faire la démarche d'y aller sur la plateforme tierce, quoi. Ouais. À partir du moment où on a les accès, oui, c'est bon. Alors, j'ai la question, elle est intéressante. Pourquoi le CNB n'agit pas pour obtenir que nous soyons exemptés de facturation électronique en raison du secret de la défense? Alors, on a essayé ce que je vous disais, hein, on a essayé de mettre en avant la particularité de l'entreprise, qui est le cabinet d'avocats, et les obligations incontournables que nous devons à nos clients, à savoir le respect du secret professionnel. Et c'est pour le secret de la défense, ça aussi pour le secret du conseil. Et évitons de diviser le secret. Il y en a qui se chargent de ça pour nous. Donc, je pense que il faut lire la question pour tous les secrets. Nous n'avons pas, donc on n'a pas été entendu sur ce point. Hein, donc, il y a les entreprises de défense. Donc, si vous vendez des Rafales, par exemple, ça se vend bien. Et la TVA, je ne sais pas si c'est soumis. Bon, bah, pardon, c'est pas le problème. Mais on voit bien que nous, parce que là, il y a un secret. Bon. Mais nous n'avons pas eu cette exemption générale et on a essayé de se euh, raccrocher à l'e-reporting qui a l'avantage de transmettre des données, mais sans aucun risque au niveau du secret professionnel. Et là, on nous a dit non. On nous a dit non, il n'y aura pas d'exception. Vous êtes une entreprise comme les autres sur les obligations. Vous n'êtes pas une entreprise comme les autres sur le contenu de la facturation. Quand vous achetez un canapé, je pense que ça ne pose pas de vraies difficultés à titre. Bon, mais c'est une entreprise on sache que c'est un canapé 2 places, 3 places ou 4 places. Là, un avocat, oui, il y a une vraie difficulté. C'est ce que nous vous rappelions tout à l'heure, nous tous, à savoir qu'il y a deux niveaux de transmission des données concernant la nature de la prestation. La générale, générique, toute simple, que l'administration fiscale aura, et la développée, détaillée, que l'administration fiscale n'aura pas. C'est ce que nous avons obtenu. Mais nous n'avons pas il n'y a pas d'autre exemption que nous puissions aujourd'hui obtenir à ce jour. Soyez assurés qu'on sera très très vigilant dans cette maison et dans tous vos ordres également, pour être absolument certain que les promesses qui ont été faites par l'administration fiscale seront tenues. Et si elles ne sont pas tenues, nous agirons bien évidemment. Voilà ce que je peux vous répondre au niveau de l'institution Conseil national des barreaux qui a agi, et voilà le résultat où nous sommes arrivés. Est-ce que sur ce point? Non, simplement rappeler pour la dernière slide, effectivement, rappeler qu'en septembre 2026, donc chaque avocat devra avoir, je reprends la slide, pardon, le choix, pardon, d'une PA pour recevoir les factures, c'est indispensable. Et n'attendez pas septembre, je pense qu'il faut anticiper le choix de cette PA. En 2027, donc, les confrères devront facturer de manière électronique et faire du e-reporting, même pour les prestations d'aide juridictionnelle, sachant que ce qu'on vous rappelle, c'est qu'on a posé une question donc, pour savoir comment on va l'opérer dans notamment l'AGI Total. Je ne sais pas comment ça va se passer.
Cette obligation doit être l'occasion pour les avocats qui ne sont pas encore équipés d'un logiciel de gestion de cabinet de faire le choix d'un logiciel de gestion, à minima, d'un logiciel de facturation, bien évidemment. Voilà. Donc, je pense qu'il faut anticiper de façon à ce que vous puissiez vous familiariser déjà avec ces nouvelles obligations. D'accord. Est-ce que moi j'ai une question, puisque vous commercialisez quelque chose pour savoir c'est le niveau de préparation hein, de nos confrères. Je crois que vous avez 4 ou 5 000 avocats qui sont hein, qui travaillent avec vous. Est-ce que vous avez senti un niveau de souscription de votre offre pour savoir où on en est, ou c'est pour l'instant c'est assez calme. Je pense que pour l'instant, les confrères sont dans l'interrogation. Ils disent, alors dans la mesure où c'est au mois de septembre, certains se disent, on a le temps. En fait, il faut anticiper parce que ça va très vite venir, vont arriver les mois de juillet et août. Donc c'est le moment aujourd'hui de faire le choix, vraiment. On est au mois de mars et il reste plus guère de temps. Donc je pense que pour l'instant, on voit bien, hein, ils sont plutôt sur la réserve en disant je fais pas encore le pas, mais je pense qu'il est temps d'y aller maintenant. D'accord. Oui, parce que vous avez ce que vous craignez, c'est mais en plus la date du 1er septembre n'est pas nécessairement bien choisie, hein, parce que juillet, août, c'est pas. Et donc vous craignez d'avoir un embouteillage au niveau de vous et toutes les autres, puisque ça concerne toutes les entreprises françaises. Hein. C'est du lourd hein, au niveau de cette révolution. Ça concerne les 79 000 avocats français, mais ça concerne toutes les entreprises françaises. Et on a vu également, par exemple, toutes les structures soumises à la TVA. Hein, on a parlé des SCI, mais je suppose que si on était une association, on serait dans la même situation. Donc ça veut dire que tous les fournisseurs vont avoir sûrement un embouteillage dans les mois qui viennent. Après, il faut voir, faudra regarder s'il y a oui ou non des ristournes pour la période où ça sert à rien, parce qu'on voit bien que entre mars et septembre, bon, on peut adhérer. Je ne sais pas si c'est payant ou si voilà. C'est la question que je pose qui peut peut-être débloquer pour voir pour les autres fournisseurs également. Non, en fonction des prestations déjà souscrites par nos actuels clients, beaucoup sont ou seront de facto donc sans aucune démarche supplémentaire, outillés automatiquement. Et pour préciser votre propos sur le spectre des entreprises concernées, on estime qu'il y a 11 millions d'entreprises assujetties à TVA qui vont être concernées par l'application de la réforme, quasiment du jour au lendemain du coup. Donc le secret, c'est encore une fois, c'est l'anticipation. D'accord. Est-ce que il y a d'autres demandes de prise de parole, des questions peut-être auxquelles on n'aurait pas répondu ou qui se je sais que vous en avez reçu beaucoup. Vous avez, dans toutes les questions ont été synthétisées. Hein, on a essayé de regrouper. Hein, non, peut-être une conclusion et après peut-être Christian Guig également un mot de conclusion. Nous ce que l'on souhaitait, c'est apporter une information. On disait il y aura une deuxième session et puis s'il faut, il y aura une troisième, puis une quatrième, hein, parce que on n'amène pas une profession en, en totalité à changer à ce point ses habitudes. Hein, c'est quand même une évolution, mais qui au niveau de la facturation et du traitement des encaissements également, est une vraie révolution. Donc, nous, ce que l'on souhaitait, c'est apporter cette information la plus totale, la plus complète possible. Attirer votre attention. Alors, il ne faut pas être catastrophiste ou alarmiste. Hein, on le fera et on s'y mettra et on le fera dans les délais. Mais bien que toutes et tous vous ayez cette information en disant oui, il faut le faire et deux, si on ne le fait pas, on va mettre en péril
notre fonctionnement, quoi, hein. Alors que si on le fait, c'est sûrement, je n'en doute pas, et peut-être la fois prochaine, il faudra faire des démonstrations, hein, comment ça se passe. Et si on le fait, c'est sûrement beaucoup plus simple que ce que l'on craint. Et donc, voilà, on souhaitait vous apporter cette information, et peut-être n'hésitez pas à la relayer. Je crois qu'on était plus de 1700 ou 1800 inscrits. Vous avez largement plus de 1000 sûrement à suivre ce webinaire. Très largement plus de 1000. C'est un nombre conséquent, très conséquent, mais n'hésitez pas à le dire autour de vous, à vos confrères, vos amis avocats. Il y a là un sujet, il faut s'en saisir pour justement pouvoir continuer à faire autre chose que de la comptabilité, parce qu'on sent bien que c'est quand même pas notre cœur de métier, à tout le moins ici, pas à ma droite, hein, là c'est sûr que c'est vraiment le cœur de métier, mais nous, notre travail, c'est de recevoir, conseiller, défendre nos clients, établir des actes ou des conclusions et des plaidoiries. Mais il ne faut pas qu'on soit parasité par cette chose qui nous est tombée dessus en même temps qu'elle tombait sur les 11 millions autres assujettis qui se retrouvent donc dans les mêmes obligations que nous. Voilà ce qu'on souhaitait vous faire passer comme message. Comptez sur le CNB. Hein, très souvent, c'est pour ça que je l'ai lu intégralement la question, hein, mais très souvent la question c'est mais que fait le CNB? Je peux vous assurer, hein, on est tous là des avocats de base, hein, on n'est pas autre chose que des avocats de base, mais qui pour un temps donné assumons un mandat. Soyez assurés que et les élus et les équipes, les permanents, les salariés du CNB vraiment se saisissent de tous les problèmes que nous rencontrons dans notre quotidien, et la facturation électronique en est un, et essaie de faire au mieux pour défendre nos spécificités et ce que nous sommes. Et ce que nous sommes, c'est principalement notre indépendance, notre secret, et nous œuvrons et on devrait au maximum pour garantir tout cela à nos clients. Christian. Merci beaucoup. Eh bien, je voulais juste 2 mots pour terminer. Je commençais mon propos introductif en disant: «N'ayez pas peur». 2 mots: anticipez, je l'ai dit tout à l'heure, et puis rapprochez-vous, rapidement maintenant de votre expert comptable, justement pour mettre en place effectivement le choix de la plateforme, du logiciel de facturation. Et puis enfin, je voudrais terminer en ma qualité de VP de l'ANFAGC pour remercier le CNB de nous avoir fait intervenir pour cette démonstration, cette mise au point effectivement de la facturation électronique. Merci, Monsieur le Président, d'avoir fait intervenir la FAGC. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous et bonne soirée. À très bientôt. Au Merci tout le revoir. monde. Au revoir.